Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo qui correspond à la séance du séminaire de master sur le vidéoclip musical, la séance consacrée à la question de la musicovisualité ou du rapport musique-image à l'intérieur du secteur du vidéoclip. Alors c'est une séance qui va nous permettre d'entrer un petit peu plus en profondeur dans la spécificité expressive du vidéoclip musical. Je vous renvoie au cours précédent pour l'importance de cette question. Et cette séance, elle va se décomposer en deux vidéos. Une d'abord où je fais une sorte de petit cours magistral, et puis une suivante où j'applique ces principes et je vous montre des exemples analytiques à partir de vidéoclips. Donc ça c'est la première, c'est pour ça que vous m'avez face caméra pour ces quelques dizaines de minutes qui vont suivre. Alors la question de la musicovisualité dans le secteur du vidéoclip, elle est importante parce que elle est au cœur de l'expressivité de ce secteur d'image et de son qu'est le vidéoclip. Mieux comprendre le rapport musique-image dans le clip, ça permet de mieux comprendre les effets sensibles et signifiants que les vidéoclips communiquent à leurs audiovisionneurs, hein, à leurs spectateurs, si l'on veut. Et ça permet aussi, quand on veut les analyser, ces vidéoclips, de savoir également ce qu'on peut reprendre à l'analyse de films classiques et ce qui est en revanche spécifique au vidéoclip. Il y a un rapport musique-image qui est dans le vidéoclip différent du rapport musique-image qu'on retrouve le plus souvent dans le cinéma de fiction, par exemple. Donc c'est un petit peu cette spécificité-là que je voudrais aborder. Donc d'abord sous l'angle purement théorique pendant cette première vidéo, et puis ensuite en mettant vraiment ça en application, en essayant vraiment de sentir ce mouvement musico-visuel à travers des vidéoclips qui seront des cas d'école pour comprendre les principaux mécanismes du rapport musique-image, le tout dans une langue et dans un vocabulaire que j'espère le plus accessible possible, au risque parfois un petit peu d'une forme de simplicité ou de simplisme, mais ce qui est important c'est surtout les résultats, c'est-à-dire quels sont les éléments théoriques dont on peut vraiment faire quelque chose pour mieux analyser les clips et aussi pour mieux les comprendre. Voilà donc le but de ces deux vidéos qui vont se suivre aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je vous l'ai d'ailleurs déjà dit lors des séances précédentes, la question du rapport musique-image, elle a été relativement peu abordée dans les études sur le clip, dans les écrits sur le clip, qui la plupart du temps émanent de gens qui sont inscrits dans les études cinématographiques ou les études télévisuelles ou les études médiatiques et qui abordent le clip avant tout comme un secteur d'image. Analyse par exemple les représentations qu'il y a dans les vidéoclips. Si on se concentre sur le rapport musique-image, en fait, on va, sans du tout rejeter ce que ces études-là nous amènent, on va pouvoir peut-être approfondir en fait la question et peut-être comprendre un petit peu différemment la façon dont les clips fonctionnent. Et si on aborde la question des vidéoclips sous l'angle du rapport musique-image et sous l'angle d'un rapport musique-image spécifique, la musicovisualité, c'est un rapport musique-image où la musique vient en premier, donc ça c'est quelque chose que je vais développer. On va aller un peu à l'encontre de certaines visions qui sont très courantes des visions du vidéoclip dans le secteur médiatique, dans le secteur critique ou dans le secteur universitaire. Et la première vision qu'on va un peu contredire, c'est celle qui voudrait présenter le vidéoclip comme une espèce de forme définie par son côté patchwork, définie par son côté syncrétique.
c'est-à-dire l'idée que le vidéoclip ce serait avant tout la rencontre de plusieurs médias, hein, de la musique et de l'image, de la danse et des effets spéciaux numériques, des stratégies télévisuelles et des stratégies cinématographiques, voilà, comme si le vidéoclip au fond en lui-même n'avait pas de principe expressif propre, mais qu'il était simplement la réunion dans un nouveau média de plein de choses qui viennent d'ailleurs. C'est pas que c'est faux en fait à proprement parler évidemment, mais si on aborde le clip sous cet angle-là, on va complètement ignorer ce qui peut être présenté comme son principe expressif principal, c'est-à-dire la musicovisualité, le fait que la musique vient en premier et que les images sont à son service. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut exprimer avec cet outil-là, cette musico-visualité, que le clip ne possède pas en propre. On peut la retrouver dans d'autres secteurs audiovisuels bien sûr, mais elle y est plutôt rare et le vidéoclip c'est vraiment le média populaire qui a fait de cette musicovisualité le principe même, son principe même de constitution. Donc voilà, lutter un petit peu contre la vision du clip comme une simple réunion d'éléments venant d'ailleurs pour montrer que c'est vraiment un média qui repose aussi sur un principe expressif spécifique et singulier. Et en faisant ça, en fait, on va faire un petit peu la même chose que ce qu'ont fait les premiers grands théoriciens du cinéma dans les années 1920, notamment, c'était souvent d'ailleurs des cinéastes, quand ils ont lutté contre la vision du cinéma qu'on avait, qui était un art très jeune à cette époque, qui était d'être une simple réunion de tous les arts. Hein, en gros, il y avait du théâtre parce qu'il y avait du jeu d'acteur, il y avait de la littérature parce qu'il y avait du langage verbal, il y avait de la photographie en mouvement, bien sûr, donc un côté pictural, et donc il y avait un petit peu cette vision voilà, du cinéma comme une espèce de patchwork de formes existantes, ce qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas faux, mais ce qui a pendant un temps empêché de prendre en compte les véritables spécificités expressives du cinéma, et notamment par exemple la question du montage, hein, qui a émergé justement dans les théories des années 1920 comme un véritable langage singulier du cinéma. Et à partir du moment où on a compris le cinéma à travers le montage, on a compris vraiment ce que le cinéma pouvait amener en propre, que les autres arts n'amenaient pas. Essayons de faire la même chose avec le vidéoclip en pensant que la spécificité expressive du vidéoclip, c'est avant tout la musico-visualité. L'autre doxa autour du clip qu'on va un petit peu contredire ou en tout cas qu'on va essayer de nuancer, c'est celle qui ferait du vidéoclip le symbole même de la prolifération du visuel dans nos sociétés. Ce qui est quelque chose qui a été très présenté dans les années à la fin du XXe siècle, parce que le vidéoclip, voilà, c'était des chaînes câblées avec 24 heures sur 24 des vidéoclips sur l'antenne, enfin pas tout à fait 24 heures sur 24, mais en tout cas un grand nombre d'heures, et puis on pouvait plonger dans cet océan d'images dont il n'y avait finalement aucune raison particulière de ressortir, c'était pas une émission qui se terminait, un film qui se terminait, etc. Non, c'était vraiment voilà, des images en permanence, en permanence. Et donc on a beaucoup associé notamment dans la pensée postmoderniste le vidéoclip à cette ère de la prolifération du visuel, c'est-à-dire l'idée que les images sont partout, mais qu'à force d'être partout, en fait, elles perdent de leur impact, elles perdent de leur valeur, qu'il n'y a plus vraiment de hiérarchie entre elles, et que ça fabrique en fait des spectateurs aliénés, complètement blasés par toutes ces images, dont pourtant ils n'arrivent pas à se passer. Et donc le vidéoclip a beaucoup été associé à a été vu aussi, un peu comme la forme paradigmatique de cette prolifération du visuel. Or là, encore une fois, sans contredire totalement cela, parce qu'il y a des éléments de pertinence dans cette observation, on va essayer de comprendre le vidéoclip musical, non pas comme ce qui aurait assuré dans notre civilisation, ou contribué à assurer dans notre civilisation le triomphe de l'image, mais au contraire comme un média qui a asservi l'image, qui a atténué la puissance de l'image au profit de la dynamique musicale, qui a en quelque sorte mis les images sous le joug d'une dynamique exogène, d'une dynamique extérieure qui est la dynamique musicale, et les images ont été priées de se plier à cette dynamique-là, et ça leur a donné de nouvelles valeurs, de nouvelles puissances, ça leur a enlevé certaines choses, ça leur a amené d'autres choses. Ça va être ça un petit peu l'hypothèse que je vais examiner dans la suite de cette petite présentation. Alors, d'abord, il faut quand même préciser que, évidemment,
le vidéoclip en tant que simple association entre musique et image, si on se limitait à ça, si on se limitait à dire que c'est la rencontre entre musique et image, le vidéoclip n'aurait pas grand-chose de spécifique, étant donné que avoir des images d'un côté et de la musique de l'autre, il faut peut-être remonter presque à l'aube de l'humanité. Dès que les êtres humains ont su faire des images, ont en tout cas su produire des spectacles visuels et ont su produire de la musique, les deux ont été associés. Donc des effets, la recherche d'effets à travers la rencontre entre musique et image, elle est presque vieille comme le monde. Elle a connu aussi une véritable accentuation, notamment au tournant du 19e siècle, avec l'arrivée des moyens de communication de masse et les techniques notamment de synchronisation, qui permettaient d'avoir musique et image en même temps sur le même médium. Et à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, on a vécu encore une période d'accentuation, notamment dans le cinéma, la télévision, et le vidéoclip a été vraiment le fer de lance, c'est certain, de cette propagation, de cet élargissement, cette modalité d'avoir à la fois des images et de la musique en même temps. Cette coexistence entre image et musique, le vidéoclip a vraiment contribué à l'implanter encore davantage dans notre univers audiovisuel. Et ça, c'est absolument indéniable. Mais il faut bien se rendre compte que le vidéoclip, s'il a participé à ce mouvement-là, il l'a fait avec une plastique musico-visuelle spécifique, c'est-à-dire un rapport entre musique et image singulier. Un rapport dans lequel la musique n'est pas créée en même temps que les images, elle n'est pas non plus créée après coup pour s'adapter aux images, comme c'est le cas le plus fréquent, notamment dans le cinéma. Non, la musique est là en premier et elle entraîne les images dans son mouvement. Ce sont les images qui sont composées à partir d'elle. Alors vous me direz peut-être la belle affaire, mais à quoi ça nous sert de savoir ce qui vient en premier entre la musique et l'image à partir du moment où on a un objet audiovisuel qui mélange image et musique? Est-ce que c'est vraiment important de se poser la question de ce qui vient en premier dans le processus de composition, après tout? On pourrait en rester juste au niveau de la réception et se dire, bon ben voilà, il y a de l'image et de la musique, on n'est pas obligé de savoir ce qui a été composé en premier, on reçoit les deux ensemble. En fait, c'est tout à fait crucial de comprendre ce qui est arrivé en premier. Pourquoi? Parce que on ne compose pas de la musique de la même façon qu'on compose des images. Et je vais parler ici évidemment d'images en mouvement, hein, comme vous l'avez compris. Par exemple, la musique, c'est un média abstrait. La musique ne représente rien, elle ne représente rien directement. La musique peut évoquer, connoter, etc. Mais la musique avant tout, c'est du rythme, des mélodies, des variations, des tonalités, des développements harmoniques, mélodiques, etc. Donc c'est, on pourrait dire, le média artistique abstrait par excellence. En revanche, les images, quand on compose une bande d'images mouvantes, eh bien, la plupart du temps, ce sont des images figuratives, représentatives. Ce sont des images qui représentent mimétiquement ce dont elles parlent. Si les images racontent l'histoire d'un homme appelé Monsieur X va sans doute apparaître à l'écran. Donc il y a déjà cette différence fondamentale entre musique et image, c'est qu'on a d'un côté un média abstrait, de l'autre un média qui se base davantage sur la figuration. Deuxième grande différence, c'est dans la composition, dans le déroulement de la composition. Le plus souvent, les compositions musicales ont un caractère cyclique. C'est le cas notamment dans la musique pop des chansons qui sont calées sur la structure couplet-refrain. Donc couplet, refrain, voilà. On revient en permanence sur des choses qui ont déjà été entendues et que le morceau reconvoque à l'identique. Notamment des accompagnements musicaux, notamment un tempo, un variant qui revient voilà, tout au long du morceau, etc. Alors que dans une bande images, en fait, c'est l'inverse. Le développement n'est pas cyclique, la plupart du temps, le développement est linéaire et continu. On démarre au début et on raconte une histoire qui va vers la fin. Il n'y a pas de retour sur des éléments de la composition, à part dans des films qui travaillent sur des stratégies narratives avec des flashbacks, etc. Bien entendu. Mais là, on prend vraiment en compte le cas général. Et enfin, un morceau musical, il a un tempo, et comme c'est le cas la quasi-totalité du temps dans les musiques populaires, ce tempo, il est régulier.
Hein. Par exemple, un morceau musical est basé sur le 90 BPM, 90 bits par minute, ou 120 bits par minute pour reprendre la référence du titre du film de Robin Campillo, 120 battements par minute. Qui est le rythme un peu de base de la house ou de la techno, hein, donc 120 bits par minute, ça veut dire qu'il y a deux pulsations, deux scansions rythmiques par seconde dans un morceau de ce type de musique. Et ces scansions, elles vont être régulières, mais elles sont aussi régulières dans un morceau de rock, elles sont aussi régulières dans un morceau de rap, même si là le tempo en général est plus ralenti, on est plus proche du 90 BPM dans un morceau de hip-hop par exemple. Mais dans tous les cas, le tempo il est régulier, c'est-à-dire qu'il est métronomique. Hein, vous pouvez mettre un métronome à côté et à chaque fois que le métronome va aller dans un sens ou dans l'autre, on va entendre une scansion rythmique, on va sentir le tempo et tout le morceau est structuré autour de ça. Alors que les bandes d'images ne sont quasiment jamais pensées de cette façon-là. Évidemment, elles ont un rythme visuel, c'est certain, et on joue sur le rythme, on joue sur la durée des plans notamment, mais des bandes d'images, que ce soit au cinéma ou dans d'autres médias, où les plans, par exemple, auraient exactement la même durée, exactement la même longueur, c'est hyper rare. C'est hyper rare parce que en fait ça n'a pas beaucoup de sens de le faire dans une bande image parce que l'œil reconnaît beaucoup moins bien les intervalles de temps que l'oreille. En écoutant un morceau musical, notre oreille elle a besoin de cette régularité du tempo pour vraiment entrer dans le morceau, l'incorporer. Si on fait la même chose avec une bande image, en fait, eh bien, même si vous faites des plans exactement de la même longueur, de la même durée, je veux dire, l'œil ne va pas vraiment percevoir cette régularité. Donc l'effet de régularité que vous voudrez avoir produit, en fait, ne va pas avoir lieu. D'autant plus que, en fait, une image, et c'est là qu'on retrouve la première différence entre musique et image. Une image, elle représente quelque chose. Et en fonction de ce qu'elle représente, la durée éprouvée n'est pas la même pour les spectateurs. C'est-à-dire que vous pouvez chronométrer la durée des plans et vous pouvez faire en sorte d'avoir des plans à chaque fois de 3 secondes pile exactement. Hein. Mais si vous avez un plan de 3 secondes dans lequel il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses qui appellent le regard, et puis une action narrative importante ou dramatique, etc. Bon, bah, ce plan-là, il va paraître peut-être assez court, hein, pour les spectateurs, parce qu'ils n'ont pas le temps de tout voir, et puis ils seront absorbés par l'action. Mais le même plan de 3 secondes sur une pièce vide où il ne se passe absolument rien paraîtra plus long. Donc la durée du plan, de toute façon, elle va être ressentie de manière relative. Elle peut pas, ça n'a pas beaucoup de sens de la rendre métronomique. On verra quand même qu'il y a certains cinéastes qui ont essayé ça, et puis certains clippers mais parce qu'ils se basent sur la musique, ont essayé également de rendre les rapports de durée entre les plans dans un clip exactement réguliers. Mais voilà, c'est la troisième différence entre musique et image. Rapport métronomique rythmique d'un côté et de l'autre un rapport rythmique qui ne peut pas être basé à ce point sur la métronomie. Ces trois différences entre musique et image nous font comprendre une chose, c'est que ça n'est pas du tout la même chose pour un compositeur de musique qui doit composer de la musique sur des images préexistantes, c'est-à-dire sur des images qui ont été déjà composées, par exemple les images d'un film, et il faut composer une musique par-dessus, que de composer de la musique toute seule. Ça demande d'adapter en fait la composition musicale à ce que le film présente. C'est la raison pour laquelle quand on écoute parfois des BO de films, eh bien, je veux dire, surtout les moments qu'on entend dans le film, si on les écoute seuls, on a parfois du mal à vraiment comprendre ce qui se passe dans le morceau parce qu'en fait, on aurait besoin de l'image pour comprendre comment le morceau est structuré. De la même façon, composer des images, une bande images, à partir d'une musique préexistante, ce n'est pas du tout la même chose que de composer une bande image toute seule. Vous composez une bande image toute seule, elle est autonome, c'est vous qui donnez des rapports de rythme, c'est vous qui la présentez d'une certaine façon, mais à partir du moment où vous la composez, cette bande image, parce qu'elle doit coller à de la musique préexistante, comme c'est le cas dans le clip, et bien là, d'un seul coup, vous ne pouvez plus composer votre bande image en fonction d'exigences de récit, etc. Purement gratuites qui sont, je dirais, internes à la question de la mise en scène de cinéma. Là, vous devez composer des images
secteur du clip à partir d'un principe musical, à partir d'un morceau musical qui est extérieur et qui est là, dont la structure va s'imposer à vous. Donc, pour répondre à la question qu'on posait au début, est-ce que ça a un intérêt de savoir ce qui vient en premier quand on est face à une association entre musique et image? Est-ce que ça a un intérêt de savoir si c'est la musique qui vient en premier ou l'image qui a été composée en premier? Ben, c'est un intérêt fondamental parce que, en fait, si c'est l'image qui vient en premier, c'est la musique qui a été composée pour coller à l'image, et si c'est la musique qui est venue en premier, c'est l'image qui a été composée pour coller à la musique. Et les stratégies de composition de l'image ou de la musique quand elles doivent coller à la musique ou l'image respectivement sont complètement différentes. J'espère que j'ai été clair. C'est donc aussi la raison pour laquelle on le voit lorsqu'on juge des images d'un clip, par exemple, en fonction de critères qui viennent totalement des autres médias audiovisuels. Par exemple, on aborde les images d'un clip comme on aborderait les images d'un film de cinéma ou d'une émission de télévision. C'est pas qu'on commet une erreur, il y a des choses qui sont communes, mais on ne prend pas assez en considération le fait que les images du clip, elles ont été composées à partir d'une musique préexistante qu'il s'agissait de servir. Et elles n'ont pas été composées de manière, je dirais, autonome, comme dans le cas du cinéma. Donc, pour résumer, la primauté de la musique dans le vidéoclip, elle opère à 3 niveaux. D'abord au niveau génétique. La musique préexiste. Elle a été composée avant, elle constitue une œuvre autonome qui n'a pas besoin a priori du clip pour exister, qui n'a pas besoin d'image pour exister, qui peut exister toute seule en tant qu'œuvre, ce qui n'est pas le cas de la bande-image d'un clip, qui, elle, si on lui enlève la musique, s'effondre, perd sa cohérence. Et la musique, le morceau musical, la plupart du temps dans le clip, là il y a des exceptions, mais je vais vraiment prendre le cas le plus général, le morceau musical, il est respecté dans son intégrité et il est joué dans son intégralité. Respecté dans son intégrité, ça veut dire qu'il n'est pas coupé, qu'il n'est pas reconfiguré pour, par exemple, s'adapter aux images comme c'est le cas dans le cinéma. Non, là, c'est lui qui doit être entendu tel qu'il a été composé, c'est aux images de s'adapter. Et il est joué dans son intégralité, c'est-à-dire que il commence à son début, il termine à sa fin. Alors que quand on entend, par exemple, un morceau musical préexistant, une symphonie classique ou un morceau de rock qui existe déjà dans un film, de cinéma, la plupart du temps on en entend un petit bout. C'est très très rare les films qui font entendre un morceau dans son intégralité. Donc ça c'est le premier niveau de primauté de la musique sur l'image, le niveau génétique. Ensuite il y a un niveau compositionnel. Là ça veut dire que la musique a un caractère matriciel, ça veut dire que la structure du morceau musical, ses dynamiques rythmiques, ses développements harmoniques et mélodiques, sa tonalité, ce qu'il dénote, ses qualités de texture, tout ça, ça va déterminer de manière étroite la création des images. Quand je dis que ça détermine de manière étroite la création des images, ça ne veut pas forcément dire que toutes les bandes d'images suivent de la même façon la musique. Par exemple, on va voir plus tard qu'il y a des réalisateurs qui décident de suivre la musique avec des effets de synchronisation très marqués dans la bande image, mais d'autres effectuent des effets de synchronisation plus larges. Il y a une infinité de possibilités de s'accorder à de la musique quand on compose des images. Mais le principe, c'est que c'est toujours à partir de la musique que la bande image qu'on a composée va être comprise et va prendre sens. Troisième niveau de primauté de la musique sur l'image, le niveau culturel. Lorsque nous regardons un clip, vous et moi, ou ma grand-mère, ou n'importe qui, monsieur tout le monde, eh bien, nous avons un savoir culturel diffus sur ce qu'est ce média, vidéoclip musical, et nous savons tous globalement, même si nous n'avons pas suivi un cours à la Sorbonne Nouvelle sur le sujet, qu'un vidéoclip musical, c'est une succession d'images qui est là pour promouvoir un morceau musical, pour lui donner une existence visuelle. Et donc ce savoir culturel diffus nous conduit à recevoir d'emblée les images d'un clip comme une conséquence du morceau qu'elles illustrent. Lorsqu'on parle de primauté de la musique sur les images, comme je viens de le faire, ça ne veut pas dire forcément que la musique est plus importante que l'image. Ça veut dire qu'elle vient en premier.
hein. C'est vraiment ça que je veux préciser par rapport au terme primauté. Ça veut dire que la musique est à l'origine de la composition des images, elle est la source de leur mouvement. Mais si quelqu'un me dit, moi dans ce clip, bon, j'étais sidéré par les images et du coup j'ai très peu écouté la musique, et manifestant en cela que les images ont été plus importantes pour cette personne que la musique, je n'ai rien à redire à ça. Ce n'est pas du tout une faute de réception. Mais la musique est quand même, était là quand même en premier. Voilà à ce sujet. Alors, on pourrait se dire, voilà, où est-ce qu'on retrouve, ailleurs que dans le vidéoclip, cette logique d'articulation musique-image, cette musicovisualité où la musique vient en premier? On la retrouve pas mal dans le cinéma expérimental et d'avant-garde, tout au long du XXe siècle. Et là, j'en dis pas plus parce que ça sera l'objet d'une autre vidéo de cours que vous recevrez très bientôt. On la retrouve évidemment dans un certain genre musical, un certain genre cinématographique, pardon, qui est la comédie musicale. La comédie musicale, dans sa représentation la plus célèbre, c'est la comédie musicale hollywoodienne, hein, entre les années 30 et 60, globalement. La comédie musicale incorpore des numéros musicaux, c'est-à-dire des moments où la narration se suspend, où les personnages cessent de dialoguer et cessent de marcher normalement. D'un seul coup, une musique surgit. Elle vient d'on ne sait d'où, hein, la plupart du temps, elle n'est pas jouée par un orchestre visible. Et cette musique, elle prend le contrôle sur les images. D'un seul coup, les personnages, au lieu de marcher normalement, se mettent à danser. Et au lieu de parler normalement, ils se mettent à chanter. Donc ce sont des moments où le rapport de primauté entre musique et image change dans les numéros de comédie musicale. Ça a été notamment analysé par Rick Altman dans son livre sur la comédie musicale hollywoodienne que vous avez dans la bibliographie de ce cours, que vous trouvez sur eCampus. Un autre livre que vous trouvez dans cette bibliographie, c'est le livre de Amy Herzog, c'est dans la bibliographie secondaire. Une bibliographie qui n'est pas sur le clip lui-même, mais qui permet de réfléchir à la question du clip. Un livre d'Amy Herzog qui s'appelle Dreams of Difference, Dreams of Difference, Songs of the Same, The Musical Moment in Film. Voilà. Dans lequel Amy Herzog nous parle de ce qu'elle appelle les moments musicaux dans les films de fiction. Et les moments musicaux dans les films de fiction pour Amy Herzog, c'est pas tous les moments où on entend de la musique, évidemment. Ce sont les moments très rares, en fait, dans les films de fiction, où c'est la musique qui prend le dessus, où c'est la musique qui gouverne la composition des images. Donc où la musique ne vient pas après coup se rajouter aux images, amplifier les émotions des images, se mettre au service du récit, de ce qui arrive au personnage, etc. Mais la musique est là et d'un seul coup les images réagissent à elle. Bon, exemplairement, un moment musical très célèbre du cinéma de fiction, c'est le ballet des vaisseaux spatiaux dans le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, où on a une séquence de 5 ou 6 minutes sur le morceau la valse Le beau Danube bleu de Johann Strauss, et on voit bien que Kubrick a composé ces images en fonction de cette musique préexistante, hein. C'est presque un moment clip si l'on veut, mais on peut l'appeler aussi moment musical, comme nous y invite Amy Herzog. Toujours est-il que ces moments musicaux, donc dans le cinéma de fiction, ils sont quand même très rares, puisque la plupart des moments où on entend de la musique, dans le cinéma de fiction, la musique arrive en dernier dans le processus de production, et elle est mise au service des images et du récit. Elle doit se fondre dans la physionomie générale du film, si on veut reprendre l'expression de Michel Chion, ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi souvent la musique au cinéma n'est pas vraiment écoutée. Hein. Elle est entendue, elle participe de l'émotion qu'on va ressentir pour certaines séquences, mais on ne l'écoute pas en tant que telle. Elle a un statut de unheard melody, hein, de mélodie non entendue, pour reprendre le titre d'un livre fameux de Claudia Gorman sur la musique au cinéma, que vous avez également dans la bibliographie secondaire.
Et ça vaut aussi pour les musiques préexistantes, c'est-à-dire même les cinéastes qui utilisent énormément des morceaux, par exemple des morceaux populaires, des morceaux classiques comme Kubrick le faisait, ou des morceaux de musique populaire, des morceaux de rock, de jazz, etc. Bien souvent, quand ça arrive dans le film, et Dieu sait que ça arrive très souvent aujourd'hui, parce que les bandes originales de films aujourd'hui sont souvent remplies hein, à ras-bord de morceaux de musique populaire, on en peut en entendre très facilement dans certains films, une douzaine, voilà. Eh bien, quand elles arrivent dans le film, la plupart du temps, elles se mettent à son service. Le morceau, il est coupé, il n'est pas joué dans son intégralité, il n'est pas respecté dans son intégrité parce qu'il doit cohabiter avec des dialogues et des bruits dans un film de fiction, alors que dans le clip, le morceau musical, il est entendu tout seul. Et puis le morceau musical préexistant, il va arriver dans le film souvent pour accompagner une action, pour décorer un lieu fictionnel, par exemple si les personnages sont dans un bar, on va entendre un morceau qui passe à ce moment-là, pour fournir une connotation émotionnelle à une séquence, pour caractériser socialement un personnage, hein, dans combien de films par exemple sur les dealers, où vous avez un personnage de dealer, et il est chez lui et forcément il écoute du rap par exemple, hein. Bon voilà, ça sert à ça la plupart du temps les morceaux musicaux préexistants dans les films de fiction. Et puis comme je le disais, la musique dans les films, la plupart du temps, elle cohabite avec d'autres sons, notamment avec des voix dialoguées et avec des bruits, tous les bruits du monde. Or, dans le clip, la musique, la plupart du temps, hein, elle est entendue toute seule. Il y a bien sûr des clips qui rajoutent des dialogues et des bruits, mais ils sont très minoritaires en proportion, hein. La formule de base du clip, c'est que la bande-son n'a qu'un seul occupant, c'est la musique. Et que donc les images des vidéoclips, non seulement elles sont composées à partir de la musique, mais en plus ces images n'amènent aucun bruit concurrent. Si vous voyez un homme qui marche dans la rue dans un vidéoclip, vous n'entendrez pas les sons des voitures, vous n'entendrez pas les sons de la rue, vous n'entendrez pas les sons de ses pas s'il marche dans une pièce avec du parquet. Et parfois, et bien souvent d'ailleurs, on voit des personnages parler dans les vidéoclips, mais on n'entend pas ce qu'ils disent. On le comprend avec leurs gestes et avec leur situation. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec le vidéoclip c'est un média très étrange, on s'y est un peu habitué, donc on a un peu oublié cette étrangeté. Mais c'est un média très étrange qui nous procure en fait une sensation un peu anachronique, dans la mesure où c'est un peu celle que pouvaient avoir les spectateurs du cinéma muet au début du XXe siècle, parce que eux aussi, ils voyaient un monde d'images silencieuses, hein, sans bruit en elle-même, accompagné de musique, puisque souvent la musique était jouée dans la salle. Et alors la différence évidemment, c'est que dans le cinéma muet, la musique, elle était jouée après coup, elle devait s'adapter aux images, alors que dans le clip, la musique, elle vient en premier. C'est une vraie différence. Mais en termes de sensation générale du monde présent à l'image, c'est très important de souligner ça, que les images d'un clip sont des images silencieuses. La seule chose qu'on entend, c'est la musique. C'est également le cas, on pourrait contester un petit peu ça en disant oui, mais quand dans un clip il y a le chanteur qui chante, les instrumentistes qui jouent, etc., on les voit bien, on les entend, hein. Oui, en un sens, parce qu'il y a le phénomène de la synchronisation, mais notez bien une chose, c'est que hormis dans les cas hyper exceptionnels où on entend le son live, comme dans New Order, The Perfect Kiss qu'on a analysé en cours, la plupart du temps, le son qu'on entend de ce chanteur et de ce groupe qui joue et qu'on voit jouer est un son qui ne correspond pas à ce qu'on entendrait dans la réalité ou ce qu'un film nous ferait entendre si un groupe jouait de la musique. Parce que c'est un son qui est le son de la version studio de l'album. Un son qui est le résultat du processus d'enregistrement. C'est-à-dire un son parfait, en un sens, entre guillemets. C'est un son qui est détaché de toute réverbération liée au lieu dans lequel il se produit. Votre groupe de rock dans un clip, qu'il chante au sommet d'une montagne dans un univers parfaitement aéré, ou dans un hangar qui devrait normalement beaucoup résonner, la chanson vous l'entendez pareil. Donc là aussi c'est un son musical qui est extrait de toute correspondance réaliste, de toute façon de raisonner qu'il aurait normalement dans un univers vraisemblable tel que le cinéma de fiction la plupart du temps en construit pour ses spectateurs. Et donc, quand on analyse le rapport musique-image dans les clips, en fait, en un sens, ça n'a aucune pertinence de se demander, comme on se le demande au cinéma, si la musique est intradiégétique ou extradiégétique. C'est-à-dire que le tricercle des sons, le fameux tricercle des sons de Michel Chion, vous savez, entre le in,
le hors-champ et le off, hein, c'est-à-dire que tout son qu'on entend au cinéma peut être localisé dans ce tricercle, c'est-à-dire dans un de ces trois espaces, in, hors-champ et off. In et hors-champ, c'est diégétique, c'est-à-dire que ce sont des sons qui résonnent dans l'univers des personnages qu'on voit à l'écran. Off, c'est extra-diégétique, c'est-à-dire que ce sont des sons, et notamment la musique, c'est souvent le cas, qui sont là uniquement pour les spectateurs. Uniquement, par exemple, pour accompagner émotionnellement une action. Cette distinction, en fait, dans le clip, elle perd complètement de sa pertinence parce que dans le clip, on ne se pose pas la question de savoir où la musique est localisée spatialement dans l'image, puisque la musique, elle est là en premier. Les images n'existeraient pas sans elle. La musique est le socle sur lequel se déploient les images, mais ça n'a pas beaucoup de sens de se demander si elle est extra ou intradiégétique. C'est un questionnement qui est, en quelque sorte, rendu caduque par le renversement de la primauté entre la musique et l'image que nous propose le clip. Et de la même façon, comme je l'ai dit à l'instant, la plupart du temps, la musique, le morceau musical est l'unique occupant de la bande-son dans les clips. Et donc, un autre instrument théorique très utile pour analyser les sons au cinéma, qui est la tripartition sonore entre voix, bruit et musique. Là aussi, cet instrument-là, pour analyser le rapport image-son au cinéma, n'a pas beaucoup de pertinence dans le clip, à part dans les exceptions qui rajoutent des voix et des bruits, bien sûr, parce que dans le clip, il y a en fait un seul son, qui est la musique. Il n'y a pas de voix dialoguée et il n'y a pas de bruit. On pourrait toujours se dire que la voix du chanteur, c'est de la voix, mais en fait, comme elle est musicalisée, c'est clairement de la musique. Ça se défend très bien. Alors, ça veut dire que si on veut analyser le rapport musique-image dans le clip, il faut aussi se demander, du coup, plutôt que de se demander qu'est-ce qui arrive à la musique, où elle est localisée, comment elle cohabite avec d'autres sons, comme on le fait dans le cinéma de fiction. Là, au contraire, on va plutôt se demander ce qui arrive à l'image. Or, ce qui arrive à l'image, dans les clips, c'est notamment que les images sont rendues plus abstraites que dans les médias audiovisuels traditionnels. Déjà, ça se voit parce que le vidéoclip musical présente assez souvent des images abstraites, des images non figuratives. C'était le cas par exemple dans le vidéoclip de Nils Fram, Says, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc des images qui ne représentent rien de réaliste, rien de concret, rien qui a un référent dans le monde réel, des images qui sont simplement des formes, qui sont simplement des couleurs, qui sont simplement des mouvements. Ça, le clip en présente relativement souvent, notamment depuis les années 2010, enfin 2005-2020 en gros, hein, pendant lesquelles YouTube est devenu la nouvelle chaîne principale pour les clips, et YouTube, c'est bien parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc des gens qui avaient l'esprit un peu expérimentateur et qui voulaient tenter des choses avec des images abstraites peuvent le faire aujourd'hui de manière beaucoup plus poussée qu'auparavant, parce qu'auparavant les chaînes musicales mainstream n'étaient pas forcément très, très chaudes pour diffuser des clips avec des images abstraites. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus courant, et c'est très rare d'avoir un média aussi populaire que le clip qui présente des images abstraites, parce que les images abstraites sont souvent associées à des médias ou à des formes artistiques qui sont un peu confidentielles, hélas, hein, ou qu'on peut juger peu accessibles, je dirais, au grand public en termes de consommation culturelle. C'est presque un paradoxe parce que je n'emploierai surtout pas le terme élitiste pour désigner l'art abstrait, parce que l'art abstrait, je pense, c'est l'art le plus universel du monde. Après tout, l'art abstrait, c'est l'art qui vous convie en tant qu'être humain et qui vous dit vous n'avez pas besoin d'avoir aucun concept. Vous n'avez pas besoin, même pas besoin de savoir lire une image en perspective. La seule chose qu'on vous demande, c'est de venir devant cette toile, par exemple, pour parler de la peinture, et de ressentir cette couleur, ou de ressentir cette forme en mouvement, pour parler du cinéma abstrait, par exemple. C'est vraiment l'art le plus universel au monde, et si il est devenu si dans le monde social il est confidentiel et plutôt réservé à une consommation culturelle élitiste, c'est quelque chose qu'il faut complètement déplorer et qui n'a absolument aucun lien avec la nature même de cet art. Il faut déplorer au contraire qu'on ne puisse pas présenter ces expériences perceptives pures à un public plus large qui saurait les apprécier. Et peut-être que le vidéoclip finalement a un peu cette fonction. Je
dirais, dans notre univers d'image, hein. Peut-être que le vidéoclip, en fait, va fournir ces expériences abstraites pures, ces expériences de couleurs, de mouvements, de formes pures, à des spectateurs qui n'iront jamais, par exemple, à une exposition d'art abstrait dans un musée parce qu'ils jugeront que ce ne fait pas partie de leur univers culturel. Et c'est donc une chose assez importante à signaler que de cette façon qu'a le vidéoclip de démocratiser, je dirais, des stratégies de représentation ou de non-représentation, pour le coup, quand il s'agit de l'art abstrait, qui relèvent d'habitude de formes d'art qui restent confidentielles et qui sont un peu aristocratiques, même si on peut un peu déplorer le fait qu'elles le soient. Et donc ça c'est déjà une chose. Pourquoi est-ce que le vidéoclip présente aussi souvent des images abstraites par rapport aux autres médias populaires? Parce qu'en fait il y a un plaisir fondamental de voir des formes bouger sur de la musique que tout à chacun peut ressentir et qui a même pas forcément besoin donc de référents dans le monde. Il n'y a pas besoin de montrer des corps, il n'y a pas besoin de montrer des lieux, il n'y a pas besoin de raconter des histoires, parce que parfois 3 ou 4 minutes avec un bon morceau musical et une belle dynamique d'images purement abstraites, de mouvements, de formes, de variations, c'est quelque chose qui peut être très plaisant. Surtout sur la forme brève du clip. Sur la durée d'un long métrage, peut-être qu'on se lasserait plus rapidement, mais en tout cas, sur la forme brève du clip, ça marche très très bien. Bon, donc ça c'est une chose déjà. Le vidéoclip montre plus souvent que d'autres médias audiovisuels des images abstraites. Mais par ailleurs, on pourrait aussi dire que le vidéoclip contribue à rendre abstraites des images figuratives ou des images narratives. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que les images que l'on voit dans un clip figuratif, maintenant un clip qui montre quelque chose, qui raconte une histoire, ou qui montre des performeurs en train de chanter, de danser, etc., eh bien, ce qui va compter, peut-être, moins que le contenu de ces images, le contenu de représentation. Est-ce que c'est l'image de, je ne sais pas, des travailleurs sur un chantier en Ouganda, ou est-ce que c'est les images d'une fête donnée dans une maison avec piscine, avec des grosses voitures, pour prendre voilà, deux univers totalement différents que peut montrer le clip. Finalement, une part de la réussite de ces deux clips, quel que soit ce qu'ils vont montrer, même si ce sont des choses très opposées, ça va être la dynamique musico-visuelle qu'ils vont proposer, et cette dynamique musico-visuelle, elle va moins dépendre du contenu des images que de leur dynamisme. C'est-à-dire que ce qui va compter essentiellement dans les images, même quand elles sont figuratives, c'est leur qualité de rythme, de mouvement, de variation accordée à la musique. Et donc, le grand art du montage des vidéoclips musicaux, quel que soit le matériau que l'on a en termes d'image, hein, que ce soit un clip un peu sérieux et approfondi sur un thème social, ou que ce soit un clip hédoniste, matérialiste, apparemment d'une légèreté totale, voilà, sur juste des gens qui font la fête autour d'une piscine, il y a une manière de monter les images en dynamique dans la dynamique du morceau musical qui va les rendre musicales, ces images. C'est-à-dire qu'il va les rendre partiellement abstraites. C'est-à-dire que le contenu même de chaque plan n'est plus si important, ce n'est pas la peine si on en rate quelques-uns par exemple, parce qu'on va sentir le mouvement général que nous donne l'image à travers ces dynamiques abstraites de rythme, de mouvement et de variation, dynamiques abstraites qui cohabitent donc avec la figuration, avec le contenu représentatif. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre seulement l'abstraction comme un renoncement à la figuration. L'abstraction, c'est aussi une puissance qui est inscrite à l'intérieur des images, même quand elles sont figuratives. C'est une puissance de choses qui ne se représentent pas. C'est une puissance rythmique, c'est une puissance de mouvement, c'est une puissance de variation. Et le vidéoclip est quelque chose qui insiste beaucoup là-dessus. C'est pour ça que dans le vidéoclip, eh bien, les images perdent un peu de leur poids d'existence, le poids d'existence qu'elles ont dans le cinéma de fiction ou dans la télévision traditionnelle. Parce que dans le cinéma, par exemple, les images, non seulement on doit vraiment les comprendre, chacune d'entre elles, chaque plan doit être vraiment compris, bien perçu, etc. Et en plus, les images arrivent avec du bruit. Si c'est l'image d'une rue, on a les bruits de la rue, le bruit des voitures, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors dans le clip, non seulement les images arrivent silencieusement, sur la pointe des pieds, si j'ose dire, pour pas déranger la musique,
mais en plus les images sont rendues partiellement abstraites, même si elles sont figuratives, parce que ce qui va compter avant tout pour la réussite artistique du clip, c'est la qualité d'entraînement des images, c'est leur qualité de mouvement, leur qualité abstraite de rythme et de variation. Les images d'un clip en fait sont plus légères que les images d'un film de fiction. Elles sont un peu comme les notes d'un morceau musical, elles passent dans un flux. C'est pour ça que par exemple quand on s'interroge sur la très grande rapidité du montage des clips, qui est devenu quasiment proverbial. Hein. Aujourd'hui, le cinéma de fiction traditionnel et la télévision ont tendance un peu à rattraper le clip, et notamment les émissions de télévision. Aujourd'hui, il y en a certaines qui sont montées de manière totalement épileptique. C'est quelque chose qu'un spectateur de télévision des années 80 aurait totalement rejeté. Mais on a été plus ou moins habitué pendant quelques décennies à cette rapidité extrême des images, cette brièveté des plans, qui aujourd'hui fait que voilà, certaines émissions de télévision peuvent avoir un montage extrêmement rapide et ça passe, même si je pense qu'on arrive quand même à une sorte de limite perceptif, qu'on n'arrivera jamais à accélérer davantage. Mais donc les vidéoclips ont souvent été brocardés hein, à cause de ce montage hyper rapide qui les imposait, en oubliant que ce sont des formes brèves, hein, donc, qui peuvent être très intenses. Pendant 3 minutes, on peut se permettre un montage un peu épileptique, alors que on n'est pas sur une émission de télévision de 45 minutes ou sur un long métrage de 2 heures. Parfois, certaines personnes trouvent par exemple que les films de Baz Luhrmann sont un peu difficiles à regarder du point de vue perceptif, parce qu'il y a vraiment un montage clip dans ces films, et on peut comprendre ça, même si ce sont des démarches intéressantes. Mais un clip de 3 minutes ou de 4 minutes, même quand le montage est très rapide, ça pose pas beaucoup de problèmes, surtout que la musique est là pour guider. Mais ce que je veux dire ici particulièrement, c'est que par rapport à ce qui a été dit avant sur la puissance abstraite des images, c'est qu'en fait le montage rapide des clips est en plus quelque chose de tout à fait cohérent avec la forme clip, puisqu'on a des images musicalisées et rendues partiellement abstraites. Eh bien au fond on n'a pas forcément besoin de toutes les capter en détail, ces images. L'important c'est qu'elles passent pour nous comme dans un flux, et ce flux peut être rapide, comme il peut être lent par ailleurs, mais il peut être ultra rapide. On n'a pas besoin de s'imprégner totalement du contenu de chaque plan, du moment qu'on ressent la dynamique générale de l'image, et que cette dynamique générale, elle est intéressante à éprouver par rapport à la dynamique générale de la musique. C'est la raison pour laquelle, dans les vidéoclips, je pense que l'enjeu principal pour un réalisateur de clips, pour son monteur, pour les équipes qui réalisent les clips, c'est de rendre les images le plus manipulables possible, le plus malléable possible. C'est la raison pour laquelle les progrès de la technologie, notamment le montage numérique, qui permet une très très grande précision dans le rapport entre musique et image qui n'était pas permise auparavant, qui est le montage numérique arrive globalement à partir du milieu des années 1990, et c'est pour ça aussi que les effets spéciaux numériques, ou en tout cas toutes les images de synthèse, toutes les retouches d'images que l'on peut faire, sont si importantes et donnent encore plus d'élan à l'art du vidéoclip qui profite vraiment beaucoup de ces innovations technologiques, peut-être plus que d'autres arts, peut-être plus que le cinéma. Je ne suis pas certain que les images de synthèse au cinéma, on puisse dire qu'elles aient amené un progrès énorme de cet art. On était peut-être plus ému devant les décors, les fabuleux décors en trompe-l'œil de Blade Runner, version Ridley Scott en 1982, que devant les images de synthèse de certains blockbusters contemporains qui reconstruisent des décors simplement plus facilement grâce à l'ordinateur. Je caricature un petit peu, mais vous voyez l'idée. Alors que dans le clip, vraiment, là, il y a quelque chose qui se joue, qui est très fort. C'est pas juste une question d'illusionnisme en termes d'effets spéciaux. C'est vraiment l'idée qu'on rend l'image de plus en plus malléable. Et en la rendant de plus en plus malléable, on la rend de plus en plus musicale et de plus en plus adaptée au morceau musical qu'il s'agit de mettre en valeur. Et donc c'est la raison pour laquelle les vidéoclips, le travail des clippers en fait peut être vu, même quand ils tournent avec des images en prise de vue réelle, peut être vu finalement comme un travail d'animateur, d'animation. On anime des images, on les modèle, on les manipule pour les rendre le plus dynamique et le plus musical possible. Et donc on peut dire d'une certaine manière que le vidéoclip en fait a été un peu le fer de lance
peut-être d'une grande évolution des images et du rapport entre les musiques et les images dans notre civilisation. Donc c'est pas juste l'idée que le vidéoclip aurait généralisé les associations entre musique et image qu'on retrouve un peu partout dans la pub, dans le cinéma, la télévision, etc. Non, c'est plus que le vidéoclip a été le fer de lance d'une nouvelle malléabilité des images, d'une nouvelle musicalité des images, des images qui perdent en poids et en stabilité ce qu'elles gagnent en dynamisme et en musicalité, des images qui perdent en réalisme et en cohérence narrative ce qu'elles gagnent en puissance abstraite et en puissance onirique. Voilà, je pense qu'on est peut-être au cœur de cette évolution générale, qui est peut-être une évolution positive ou négative, ou les deux. Je ne me prononce pas là-dessus, en termes moraux, ni même en termes esthétiques, mais qui est une vraie évolution. Et le vidéoclip est peut-être l'art qui est le fer de lance de cette évolution, notamment dans le secteur des médias populaires. Cette malléabilité des images, ce caractère d'animation qu'a tout réalisateur de clip dans la création de ses images et de son montage s'applique évidemment aux corps représentés. Les corps des clips sont des corps on peut en faire tout ce qu'on veut, ce sont des corps qui n'ont pas de pesanteur, ce sont des corps qui sont soit des corps dansants, soit des corps cartoon parce qu'ils sont modelés par les effets spéciaux numériques, par la recomposition des images numériques, soit ce sont des corps qui sont volatiles parce que, comme on l'a vu avec le clip de Missy Elliott Work It, eh bien ce sont des corps qu'on peut délocaliser d'un plan à l'autre, d'un contexte décor costume situation à un autre contexte décor costume situation en un clin d'œil, et le corps qui avait initié un pas de danse dans le plan A continue le même pas de danse dans le plan B alors même qu'il est habillé différemment et qu'il est dans un décor différent. Hein, tout ça, tout ce que fait le vidéoclip au corps, ce que la dynamique musico-visuelle fait au corps, c'est très important de le prendre en compte parce que en fait ça nous montre aussi la distinction qu'il y a à faire entre les images d'un clip et les images au cinéma. Quand on parle notamment de politique des représentations, on interroge la représentation des corps, par exemple corps d'hommes et corps de femmes, corps noirs et corps blancs, corps hétérosexuels ou homosexuels, etc. Et le clip est un génial observatoire pour ces corps différents, et ça nous dit énormément de choses sur notre société, sur son inconscient collectif, etc. Mais je crois qu'il faut toujours aborder le clip pas seulement en termes d'imagerie, pas seulement comme on aborderait, exactement de la même façon qu'on aborderait les images de cinéma ou les images de télévision, c'est-à-dire en gros quel est le contenu de l'image. Non, il faut toujours se demander comment bouge le corps. C'est pas seulement comment il est représenté, c'est vraiment comment il bouge, quel affect il me transmet à travers la dynamique musico-visuelle qui l'agite, ce corps, un peu comme une marionnette. Et je pense que si on veut vraiment comprendre ce que les clips font aux gens, il ne faut pas juste dire ce clip montre des corps, par exemple le clip d'Anaconda montre des corps de femmes racisées et qui ne correspondent pas totalement au canon de la minceur. Il faut aussi dire quelle dynamique musico-visuelle affecte ces corps qui fait que mon corps à moi d'audiovisionneur réagit par rapport à ces corps-là. Quelle énergie ces corps-là transmettent-ils à notre corps d'audiovisionneur? C'est ça vraiment la question à poser. Poser davantage la question en termes de transmission d'énergie plutôt qu'en termes de transmission de contenu ou de discours. Ça me semble très important pour aborder les images d'un clip, qui est une forme musico-visuelle, et c'est la grande différence avec des formes dans lesquelles les images viennent en premier, comme le cinéma ou la télévision. Des théoriciens de la danse, notamment comme Rudolf Laban ou Erwin Strauss, je vous ai mis les références dans la bibliographie secondaire, ont beaucoup parlé de ce qui passait en termes d'énergie entre un corps qui est en situation de danser et un corps qui est en situation immobile et qui observe le corps qui danse, tout en écoutant de la musique souvent. Il y a une sorte de mouvement intérieur qui se met en place dans le corps spectatoriel, en accord avec le corps du danseur. Or, dans les clips, on peut dire que tous les corps dansent d'une façon ou d'une autre. Il y a les corps explicitement engagés dans une chorégraphie, ils dansent, bien évidemment, et puis il y a aussi les corps qui sont par exemple engagés dans le jeu d'un instrument de musique. Le corps d'un guitariste, avec sa chorégraphie spécifique, le corps d'un batteur, etc., nous transmettent de l'énergie, c'est pas juste de la technique instrumentale. Alors c'est vrai que vous allez me dire que les corps
des musiciens de New Order, justement, très immobiles, très statiques, en transmettent relativement peu. Mais ils en transmettent quand même, et cette énergie, cette immobilité qu'ils ont quand ils jouent leurs morceaux, elle fait partie aussi de cette forme de raideur et très intéressante qu'on a dans l'esthétique du pop-rock de cette époque-là, de la Cold Wave, etc. Et donc, ces corps qui jouent des instruments, ou les corps du chanteur tout aussi bien, nous transmettent aussi des énergies qui sont chorégraphiques, et on peut aller plus loin, on peut même dire que même un corps visible dans un clip qui fait un acte tout à fait quotidien, genre quelqu'un qui rentre chez lui, qui dépose ses clés sur la table, ou qui marche dans la rue, ou qui va dans son frigo se chercher une bouteille, et bien ce corps-là, du fait d'être gouverné par la musique, d'une certaine manière, du fait d'être monté en accord avec la musique, acquiert également une dimension chorégraphique, et c'est comme tel qu'il faut l'analyser. Alors après, la question de savoir si cette énergie musico-visuelle qui affecte les corps, qui affecte les images des clips, est-ce qu'elle nous amène des choses, c'est quelque chose de très puissant, ça engage beaucoup notre corps, hein, parce que l'association entre musique et image, surtout quand c'est la musique qui vient en premier, elle est très dansante, hein, il y a quelque chose en nous qui a très envie de suivre, qui est entraîné, hein. Donc il y a les effets, les clips peuvent avoir des effets très importants sur nos corps. La question c'est de savoir s'ils nous entraînent vers des choses positives ou vers des choses négatives. Parce que, par exemple, on pourrait se dire, si on reprend le concept du clip un peu de base, très sériel, de grande consommation, où on a en gros des hommes athlétiques et des femmes sculpturales autour d'une piscine dans une villa de luxe, avec des voitures de luxe à côté, qui chantent et qui dansent et qui célèbrent la fête et qui montrent les marques de leurs vêtements, etc. Bon, si on a ce type de clip, voilà, un peu matérialiste, sexiste, etc., et qu'il y a une très forte réussite en termes d'effets d'entraînement musico-visuel, parce que le réalisateur a très bien compris l'effet abstrait de ces images et que ça marche très bien avec la musique, on peut se dire que ce clip sollicite nos corps d'audio spectateurs pour des représentations, pour adhérer à des représentations qu'on peut juger moralement ou politiquement réactionnaires, dégradantes, etc. Bien entendu, hein. Ou pas forcément, hein, je veux dire, on peut aussi considérer que c'est une représentation de la fête et du désir tout à fait louable. Je ne suis pas en train d'émettre un verdict, hein. Ce que je veux dire simplement, c'est que pour évaluer, je dirais, la beauté artistique des clips, il ne faut pas juste se baser sur l'efficacité de leur mouvement musico-visuel. Il faut aussi se demander pourquoi le mouvement musico-visuel est mobilisé, vers quoi il nous amène. Est-ce qu'on se sent un meilleur être humain, si j'ose dire, après l'avoir éprouvé ou pas. Donc là, c'est d'autres critères qui doivent entrer en ligne de compte, comme des critères de réussite artistique, des critères aussi éthiques et politiques, évidemment. Alors, on arrive un peu à la fin de cette vidéo, et en fait, on pourrait dire aussi que les puissances abstraites et de la musicovisualité sont pas très faciles à formuler, parce qu'il y a quand même, maintenant, on va essayer de passer de manière un peu concrète aussi à la démarche d'analyse. Comment rendre compte de cette musicovisualité du clip dans l'analyse? C'est pas très facile, parce que la plupart et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la plupart des écrits sur le clip ne le font pas, parce que ce sont des écrits qui sont émis par des personnes qui finalement ne savent pas vraiment le faire, ne savent pas prendre en compte la musique, et parce que c'est vraiment pas facile. Donc on étudie surtout les clips, voilà, en termes d'imagerie pure et simple, comme on étudierait un film de cinéma, avec les catégories analytiques traditionnelles des films de cinéma. Et on peut en garder certaines évidemment de ces catégories, hein, pour parler d'effets de montage, etc. notamment, mais voilà, comment rendre compte de cette dynamique musico-visuelle, alors que nous avons une hiérarchie sensorielle, une éducation sensorielle qui privilégie la vue, hein, la plupart du temps, sauf quand Louis nous amène des informations censées être très utiles, comme par exemple, je l'espère, le cours aujourd'hui, que vous écoutez davantage que vous regardez. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de me regarder. Le plus important, c'est que vous m'écoutiez. Mais comme l'annonce d'un train en retard dans une gare où vous attendez le train va vous interpeller, comme le klaxon d'une voiture qui vous signale qu'il y a peut-être un danger, etc. Mais en dehors de ça, en fait, finalement, on met un peu à l'arrière-plan tous les sons, même musicaux, hein, parfois, quand on n'est pas dans une situation d'écoute intensive. Parce que notre hiérarchie sensorielle spontanée privilégie la vue.
par ailleurs, on retrouve cette hiérarchie sensorielle spontanée dans les études cinématographiques, où on voit bien que ce sont les images qui sont privilégiées, et éventuellement les sons quand ce sont des sons verbaux, hein, le son des dialogues. Et puis, évidemment, les catégories analytiques pour décrire les images sont beaucoup plus évidentes, hein. On sait facilement décrire une image, décrire des sons, a fortiori des sons musicaux, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et c'est d'autant plus important que de signaler ça, de signaler cette difficulté, que les musiques pop, en fait, ont été relativement peu abordées en termes formels. Même dans la discipline qu'on appelle la musicologie, la tradition des Popular Music Studies, elle est assez ancienne, hein, mais la plupart du temps, les Popular Music Studies, c'est quasiment tout le temps de la sociologie ou des études culturelles. C'est-à-dire que ce sont des études, des analyses qui ne s'intéressent pas spécialement aux morceaux musicaux eux-mêmes, mais qui s'intéressent à l'univers culturel de tel genre musical, les pratiques des fans de tel ou tel artiste, etc. L'idée de se concentrer sur le morceau lui-même, de savoir comment il est composé, comment il est structuré, quels effets, quelles significations il possède dans sa structure même, ça c'est quelque chose qui a été très peu fait dans l'univers des études en musique populaire. C'est embryonnaire. Alors si ça vous intéresse, je vous conseille notamment le beau livre en français très, très, très dense, hein, plus de 600 pages de Christophe Pirenne, que vous avez dans la bibliographie secondaire, Une histoire musicale du rock, où il s'essaye justement à raconter donc l'histoire des musiques populaires depuis les années 50 en Occident, en parlant véritablement des morceaux eux-mêmes, c'est-à-dire de leur composition, et pas uniquement de leur impact culturel, de la signification des paroles, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose en fait qui, bon, est un peu difficile parce que en fait, la musicologie résonne beaucoup avec les critères de la musique classique, la musique romantique, classique, baroque, peu importe, enfin de la musique écrite, hein, sur partition pour ensuite être interprétée par un orchestre. Or, si on analyse les morceaux de musique populaire à cette aune, parfois ça va être très intéressant. Par exemple, on peut repérer des stratégies de composition assez similaires à celles des compositeurs baroques dans certains groupes de métal très techniques. Et puis, par exemple, la grande vague du rock progressif dans les années 1970 a beaucoup donné de grain à moudre au tenant d'un lien très fort entre musique dite savante et musique dite populaire, parce que c'était des instrumentistes extrêmement doués et puis qui allaient vers des stratégies de composition qui étaient très inhabituelles, expérimentales, audacieuses, etc., hein, avec voilà, des métriques inhabituelles, des changements de tonalité très, très inhabituels aussi. Mais bon, la plupart du temps, quand même, morceaux de la pop star du coin, si on analyse avec l'écran de catégorie prête pour la musique classique, on va trouver ça un petit peu décevant. Peut-être parce qu'il faut aussi analyser les musiques pop avec d'autres critères également que ceux de la musique classique, si on veut vraiment les comprendre, sans vraiment chercher à les comparer, hein, il ne s'agit pas forcément de les légitimer. Je pense que dans les musiques populaires, on sera tous d'accord pour dire qu'il y a des choses absolument géniales et puis des choses absolument infâmes, c'est sûr, donc il faut juger sur pièce simplement de chaque morceau et de sa valeur artistique, mais là n'est pas l'objet. Là, l'objet, c'est de dire que, par exemple, certains styles de musique populaire, par exemple le rap ou l'électro, si on les analyse avec les critères de musique classique traditionnelle, on n'a absolument aucun résultat, ça ne sert à rien. Le rap, par exemple, est un style musical qui a quasi totalement, qui a mis énormément en retrait la mélodie. Si on cherche de la mélodie dans le rap, on va très peu en trouver parce que c'est un genre musical qui a vraiment mis en avant le rythme. Et puis l'esthétique de la boucle, et puis il y a un son un peu industriel, enfin bon, il y a tout ça. La techno, par exemple, en termes rythmiques, elle présente quelque chose de très intéressant, c'est le caractère extrêmement métronomique du rythme, qui est vraiment souligné parce que non seulement c'est une boîte à rythme, mais en plus le rythme est vraiment binaire, hein, c'est ce qu'on appelle le boom boom de la techno, le boom boom permanent, quand on veut caricaturer ce style, mais en fait ce boom boom permanent, qui du point de vue de la composition rythmique est très peu intéressant, a priori, pour des musiciens classiques, par exemple, si quelqu'un devait le jouer ça sur des percussions, il deviendrait fou. Mais non seulement c'est très peu intéressant dans ce cas de figure, mais en fait c'est partie intégrante de l'esthétique de la techno, qui est justement de refléter la froideur,
le caractère mécanique de la vie moderne et de transformer ça en œuvre musicale et de faire danser là-dessus. Donc s'il y a quelque chose un petit peu, une sorte de spiritualité paradoxale dans les musiques techno, ça vient justement de cette espèce de simplisme absolu du rythme qui devient un rythme machinique, hein, d'une certaine façon. Je ne veux pas dire par là qu'il ne peut pas y avoir des choses plus complexes, évidemment, dans la techno, et il y a des artistes qui ont beaucoup complexifié aussi cette question-là, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si on veut vraiment comprendre le rap, ou un morceau de rap ou un morceau de techno, il faut pouvoir l'aborder peut-être avec des critères un peu universels de musicologie, mais aussi avec des critères qui sont appropriés à la proposition musicale que l'on écoute. Il faut construire une esthétique, en fait, pour chaque genre musical, et pas avoir une esthétique globale qui vaut avant tout pour la musique classique et l'adapter à des genres musicaux qui vont donner très peu satisfaction du point de vue de cette esthétique. C'est la même chose qu'on fait par rapport au vidéoclip musical. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on peut utiliser les catégories de l'esthétique cinématographique pour aborder les clips musicaux. On peut dire des choses très intéressantes là-dessus, mais il y a bien un moment donné aussi où il faudra juger des clips en termes de valeur artistique et également en termes d'approche analytique, avec des critères internes au clip, adaptés à ce qu'est le clip. Par exemple, une forme musico-visuelle, ce que n'est pas le cinéma de fiction. Et donc la grande question à se poser, c'est à partir du fait que finalement, même dans la musicologie, il y a relativement peu de choses sur l'esthétique des musiques populaires, c'est comment est-ce qu'on va parler de la musique dans les clips, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. En tout cas, je vais essayer de vous proposer des pistes d'usage simple dans la suite de ce cours, dans une prochaine vidéo, justement pour aborder cette question de la musique dans les clips, à la fois aborder la musique elle-même, parce que je crois que pour bien analyser un clip, il faut aussi bien écouter le morceau tout seul, essayer de bien comprendre comment il est structuré, comment il est composé, et n'ayez pas peur, on peut le faire même si on ne connaît pas le solfège, et même si a priori à la base on n'a jamais réfléchi à ces questions. Il suffit d'avoir un peu de curiosité et un petit peu d'attention. Et en faisant ça, on peut déjà arriver à faire ressortir des choses très intéressantes qui vont ensuite nous servir pour l'analyse du clip, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'analyser la musique toute seule, évidemment. Il faudra bien sûr analyser le rapport entre musique et image. C'est ce qu'on verra donc à travers une succession d'exemples analytiques dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt.